Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Parlez-nous de votre parcours avant votre expérience de mort imminente. J'étais scientifique et rédacteur scientifique. Je faisais beaucoup de rédaction technique et je ne croyais pas en quelque chose au-delà de notre existence physique. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette expérience de mort imminente? Racontez-moi votre expérience de mort imminente. J'étais scientifique et rédacteur scientifique. Je faisais beaucoup de rédaction technique et je ne croyais pas en quelque chose au-delà de notre existence physique. Qu'est-ce qui a conduit à votre expérience de mort imminente? Je vivais près de Boulder, dans le Colorado. Un jour, je roulais à vélo sur une piste cyclable, pour faire des courses en ville. Soudain, une femme au volant d'un gros 4x4 m'a percuté. Elle envoyait des SMS et ne faisait pas attention. Elle a traversé un carrefour en trombe et m'a percuté de plein fouet. Cela semble terrifiant. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis retrouvé coincé sous son véhicule. Je sais que cela semble horrible, mais c'était mieux que l'alternative. Expérience de la mort. Un jour, je vivais près de Boulder, dans le Colorado. Je roulais à vélo sur une piste cyclable, juste pour faire des courses en ville. Soudain, une femme au volant d'un gros SUV m'a percuté. Elle envoyait des SMS et ne faisait pas attention. Elle a traversé un carrefour en trombe et m'a percuté de plein fouet. Cela semble terrifiant. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis retrouvé coincé sous son véhicule. Je sais que cela semble horrible, mais c'était mieux que l'alternative. Pendant ce temps, j'ai fait l'expérience d'être à deux endroits à la fois. Deux endroits à la fois. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, c'était étrange. Une partie de moi était toujours dans mon corps sous le véhicule, mais une autre partie, que j'appellerais mon âme ou mon moi supérieur, se tenait à distance et observait tout cela. À quoi cela ressemblait-il? La partie de moi qui était encore dans mon corps était terrifiée. Je me concentrais sur ma survie et je faisais tout ce que je pouvais pour rester en vie. Pendant cette période, j'ai eu l'impression d'être à deux endroits à la fois. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui. C'était étrange. Une partie de moi était toujours dans mon corps sous le véhicule, mais une autre partie, que j'appellerais mon âme ou mon moi supérieur, se tenait à distance et observait tout cela. À quoi cela ressemblait-il? La partie de moi qui était encore dans mon corps était terrifiée. Je me concentrais sur ma survie et je faisais tout ce que je pouvais pour rester en vie, mais la partie de moi en dehors de l'accident était très calme et sereine. Elle me disait presque, « Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tu vas t'en sortir. » C'est fascinant. Combien de temps cette double conscience a-t-elle duré? Elle a duré jusqu'à l'arrivée des secours, ce qui a été assez rapide. À ce moment-là, les deux aspects de ma conscience se sont fondus dans mon corps. Quelle était l'étendue de vos blessures? Elles étaient assez graves. La partie de moi en dehors de l'accident était très calme et sereine. Elle disait presque, « Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tu vas t'en sortir. » Il est fascinant de voir combien de temps cette double conscience a duré. Elle a duré jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, ce qui a été assez rapide. À ce moment-là, les deux aspects de ma conscience se sont fondus dans mon corps. Quelle était l'étendue de vos blessures? C'était assez grave. Ma colonne vertébrale était pratiquement brisée. 9 vertèbres étaient fissurées. L'une d'entre elles a presque complètement explosé. On a arrêté de compter les fractures à 100 ans. La plupart des dégâts se situaient au niveau du cou et de la colonne vertébrale. Heureusement, je portais un casque. Sans lui, je serais probablement mort. C'est incroyable que vous ayez survécu à des blessures aussi graves. Que s'est-il passé ensuite aux urgences? Tout a été relativement calme. Je n'ai pas eu d'expérience inhabituelle, mais quelques jours plus tard. J'étais mal en point. J'avais 9 vertèbres fissurées ou cassées. L'une d'entre elles était presque complètement déchirée. On a arrêté de compter les fractures à 100 ans. La plupart des dégâts se situaient au niveau du cou et de la colonne vertébrale. J'ai eu la chance d'avoir un casque. Sans lui, je serais probablement mort. Ce qui s'est passé ensuite aux urgences s'est déroulé dans le calme. Je n'ai pas eu d'expérience inhabituelle, mais quelques jours plus tard, j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour réparer tous les dommages causés à ma colonne vertébrale afin de pouvoir marcher à nouveau. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. L'accident s'étant produit un vendredi, j'ai passé le week-end aux soins intensifs. Puis, le lundi après-midi, j'ai été opéré. Dès qu'ils ont administré l'anesthésie, j'ai fait un arrêt cardiaque. Votre cœur s'est arrêté. Oui,
Je n'avais pas de tension artérielle, pas de pouls et ma respiration s'est arrêtée. Puis, soudain, je me suis retrouvé debout. J'ai dû subir une intervention chirurgicale pour réparer ma colonne vertébrale afin de pouvoir marcher à nouveau, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. L'accident s'étant produit un vendredi, j'ai passé le week-end aux soins intensifs. Le lundi après-midi, j'ai été opéré. Dès qu'on m'a administré l'anesthésie, j'ai fait un arrêt cardiaque. Mon cœur s'est arrêté, ma tension artérielle a chuté et mon pouls s'est arrêté. Soudain, je me suis retrouvé sur une colline, dans un endroit complètement différent. J'étais très confus. Je me suis dit, attendez une minute. Ce n'est pas l'endroit où je suis censé me trouver en ce moment. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi au début. Je me suis souvenu que j'avais été opéré et que j'étais gravement blessé. Je me suis demandé ce que je faisais. J'étais debout sur une colline et je regardais les montagnes et les forêts. Ça a l'air beau, en tout cas. Soudain, je me suis retrouvé dans un autre endroit. Oui. J'étais très confus. Je me suis dit, attendez un peu. Ce n'est pas là que je suis censé être en ce moment. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je me suis souvenu que j'avais été opéré et que j'étais gravement blessé. Je me suis donc demandé, qu'est-ce que je fais debout sur une colline à regarder des montagnes et des forêts? C'était incroyablement beau, mais j'étais vraiment confus au début. Combien de temps cette expérience a-t-elle duré? C'est difficile à dire. Le temps passé à ces extrémités n'équivaut pas au temps passé ici. Il est difficile de savoir combien de temps j'ai vraiment été dans cet état, mais cela m'a semblé long. Que s'est-il passé ensuite? Au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. J'ai commencé à sentir comme une énergie qui entrait en moi, mais ce n'était ni de la chaleur, ni du son, ni rien d'autre. J'ai été émerveillé par sa beauté, mais j'étais également troublé. Combien de temps cette expérience a-t-elle duré? Le temps n'est pas égal au temps à ses extrémités, il est donc difficile de savoir combien de temps j'ai vraiment été dans cet état, mais cela m'a semblé très long. Au bout d'un moment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai commencé à sentir quelque chose entrer en moi, mais ce n'était pas comme de la chaleur ou du son. C'était physique. De quel type d'énergie s'agissait-il? Je savais que c'était l'énergie de l'amour divin. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je l'ai su. C'était une sensation de paix, d'apaisement, d'amour et d'acceptation. Qu'avez-vous ressenti? C'est à ce moment-là que j'ai fait une double réflexion. Je me suis dit, attendez un peu. Vous voyez, mon passé d'enfant m'avait appris que je n'aurais aucune chance d'aller dans un au-delà heureux. Ce n'était pas dans les cartons pour un non. Je suis croyant, et vous viviez une expérience tout à fait différente. Je commençais à ressentir de l'acceptation pour ce que j'étais, de l'amour et une présence accueillante. C'était comme si on m'avait bercé ou serré dans ses bras, mais très doucement, en sachant parfaitement qui j'étais. Nous commettons tous des erreurs dans notre vie, mais je me sentais toujours accueilli et accepté. Cela a dû être un véritable changement de paradigme pour vous. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas morte sur la table d'opération. J'étais toujours aussi analytique. Je suis une scientifique. Puis j'ai eu une autre pensée, si je meurs, pourquoi suis-je ici avec cette présence aimante? Pourquoi est-ce que je fais l'expérience de tout cet amour et de cette acceptation? J'ai obtenu une réponse à cette question, et elle était puissante. Je n'ai pas exprimé cette question à voix haute. C'était juste une interrogation intérieure, mais une réponse est venue de partout. Je ne peux pas dire si c'était une voix masculine ou féminine, mais c'était très puissant. Qu'a dit cette voix? La voix a dit, c'est votre maison. On m'a fait sentir que j'étais un enfant de cette présence. Elle a continué, tu fais partie de ce royaume. C'est votre maison. Bienvenue chez vous. Qu'avez-vous ressenti? J'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'était tellement aimant. Quand cette voix est venue et a dit cela, j'ai réalisé, oh mon Dieu, maintenant je me souviens. Cette terre n'était qu'une existence temporaire, et ici, c'est vraiment chez nous. Je me suis souvenu que cet endroit, cet état d'être, était la maison des âmes. J'ai pleuré. J'avais l'impression de pleurer. C'était tellement puissant et émouvant. Que s'est-il passé d'autre pendant cette expérience? Oui, il y a eu autre chose. Une présence féminine est entrée dans la zone où je me trouvais. Je n'ai pas pu voir clairement son visage, mais elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle allait m'enseigner ce que je devais savoir pour retourner à ma vie sur Terre et la rendre digne d'être vécue. Elle voulait que tu y retournes, et au début, je ne voulais vraiment pas y aller.
C'est assez drôle parce que j'ai piqué une crise. J'étais comme un enfant de 2 ans. Je faisais une mauvaise crise de colère. Pas aussi grave que de me rouler par terre, mais je n'étais vraiment pas contente à l'idée d'être renvoyée. Elle m'a dit, « Tu as déjà accepté d'y retourner. Cela faisait partie de votre plan lorsque vous avez choisi cette vie. » Je lui ai dit que je ne me souvenais pas de cette partie, alors elle m'a montré. Elle vous a montré que c'était presque comme une vidéo, mais plus que cela. Le mieux que je puisse dire, c'est qu'il s'agissait d'une grande vidéo dans l'air, devant moi. Je me suis vu avec ce que vous pourriez appeler des anges et peut-être aussi Dieu, ou cette présence divine, en train d'accepter certaines des choses que je voulais faire et expérimenter, mais aussi la façon dont je voulais servir ce que vous aviez accepté. J'avais accepté d'être fondamentalement athée. J'ai voulu faire l'expérience de me détourner de cette présence divine pendant un certain temps, mais ensuite j'ai voulu. Je peux décrire cela comme une grande vidéo dans l'air en face de moi. Je me suis vu avec ce que l'on pourrait appeler des anges, Dieu ou une présence divine, en train d'accepter certaines des choses que je voulais faire et expérimenter, ainsi que la manière dont je voulais servir. Qu'avez-vous accepté? J'ai accepté d'être athée. Je voulais faire l'expérience de m'éloigner de cette présence divine pendant un certain temps, mais je voulais ensuite la réintégrer. J'ai conclu un accord selon lequel il y aurait 3 ou 4 moments dans ma vie antérieure où j'aurais l'occasion de redevenir une personne spirituelle, mais je les ai tous manqués. Quelle était donc cette expérience? C'était en quelque sorte le point final. Si je ne redevenais pas une personne spirituelle au point A, B ou C, il me faudrait un grand réveil, et c'est ce qui s'est passé. Entrez dans le vif du sujet. J'avais décidé qu'il y aurait 3 ou 4 moments dans ma vie antérieure où j'aurais l'occasion de redevenir une personne spirituelle. Mais je les ai tous manqués. Quelle était donc cette expérience? C'était le point final. Si je ne redevenais pas une personne spirituelle au point A, B ou C, il me faudrait un grand réveil. Et c'est ce qui s'est passé. Un rappel à l'ordre parce que j'avais manqué ces autres occasions. Comment avez-vous réagi en voyant cela? Quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que je m'en souvenais. Je m'en souvenais déjà en quelque sorte, ce qui m'a rendu encore plus odieux parce que je n'avais vraiment pas envie d'y retourner. Pourquoi ne voulais-tu pas y retourner? C'est dur, tu sais? C'est vraiment difficile ici. C'est tellement différent de l'autre côté. D'une certaine manière, c'est mieux. Vous avez dû vous réveiller parce que vous avez manqué d'autres occasions. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu cela? Quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que je m'en souvenais maintenant. Je m'en souvenais déjà en quelque sorte, ce qui m'a rendu encore plus odieux parce que je ne voulais vraiment pas y retourner. Pourquoi ne vouliez-vous pas y retourner? C'est difficile ici, vous savez. C'est vraiment différent de l'autre côté. D'une certaine manière, c'est mieux. Nous ne vivons pas les mêmes choses qu'ici, mais il y a beaucoup moins d'obstacles et il est plus facile de faire certaines choses. Que s'est-il passé ensuite? J'ai décidé de faire avec pour l'instant et de voir ce qui se passerait. J'ai accepté d'apprendre de cette femme. Si je devais passer tout ce temps sur Terre à apprendre les choses que j'ai faites avec elle, cela me prendrait probablement 2 bons mois. Je ne vis pas les mêmes choses ici, mais il y a beaucoup moins d'obstacles et il est plus facile de faire certaines choses. Que s'est-il passé ensuite? J'ai décidé de faire avec pour l'instant et de voir ce qui se passerait. J'ai accepté d'apprendre de cette femme. Si je devais passer tout ce temps sur Terre à apprendre les choses que j'ai faites avec elle, cela me prendrait probablement 2 bons mois. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez appris? Bien sûr. Une partie, je n'en parle pas beaucoup dans les interviews, alors j'aimerais le souligner ici. C'est comme si j'avais vécu une expérience holographique au cours de laquelle j'essayais de comprendre ce que mon chemin de vie était censé être. À quoi cela ressemblait-il? Elle m'a fait me tenir dans une grande prairie ou quelque chose de similaire. Tout à coup, autour de moi, dans les airs, est apparu ceci. Je commencerai par souligner la leçon la plus importante que j'ai apprise, à savoir qu'il n'y a pas qu'un seul bon chemin dans la vie. Vous pouvez faire des ajustements et il y a de nombreuses façons d'avancer dans la vie. Pour illustrer cela, je vais vous raconter l'expérience que j'ai vécue dans le cadre de mon bilan de vie. On m'a emmené dans un grand espace ouvert et j'essayais de comprendre le chemin que je devais prendre dans ma vie. Soudain, une grande carte de ma vie est apparue dans les airs, montrant tous les chemins que j'aurais pu emprunter. Elle montrait également les zones où, si j'avais emprunté un certain chemin, celui-ci se serait arrêté. Je conclurai par la leçon que j'ai tirée de cette expérience. La carte n'était pas celle de la Terre, mais celle de ma vie, montrant tous les chemins que j'aurais pu prendre et les endroits où les choses se seraient passées différemment si j'avais fait ceci ou cela. La leçon était claire, il n'y a pas qu'un seul bon chemin dans la vie.
Il est possible de faire des ajustements. Il y a de nombreuses façons d'avancer dans la vie. C'était puissant. Cela a montré que, quoi que vous fassiez, il n'y a pas un seul bon chemin. C'est un choix, et on peut s'adapter, faire des changements, vivre des expériences extraordinaires et apprendre beaucoup de choses, quel que soit le chemin que l'on prend. C'est une leçon puissante. Y a-t-il eu d'autres expériences importantes? Oui, la plus importante, dont j'aime vraiment parler, a été mon bilan de vie. Pouvez-vous la décrire? J'ai été amené à. J'ai vu qu'il n'y a pas un seul bon chemin, quoi que vous fassiez. C'est un choix, et on peut s'adapter, faire des changements, vivre des expériences extraordinaires et apprendre beaucoup de choses, quelle que soit la voie que l'on emprunte. C'est une leçon puissante. Y a-t-il eu d'autres expériences importantes? Oui, la plus importante, dont j'aime vraiment parler, a été mon bilan de vie. Pouvez-vous la décrire? On m'a emmené dans un grand et bel étang. On aurait dit qu'il se trouvait dans les montagnes. Je me suis dit, je suis en train de faire de la randonnée dans les montagnes. C'est ce que j'aime. Ils m'ont emmené dans les montagnes et m'ont demandé de m'asseoir au bord de l'étang, de toucher la surface de l'eau et de voir ce qui se passait. Qu'avez-vous pensé de cela? À ce moment-là, j'étais vraiment las des leçons. Je voulais juste en finir. Cet étang se trouvait au sommet d'une montagne. J'aime faire des randonnées en montagne. Ils m'ont emmené dans les montagnes et m'ont demandé de m'asseoir au bord de l'étang et de toucher l'eau. Qu'en pensez-vous? J'étais vraiment fatigué des cours. J'avais envie d'en finir, car cela durait depuis toujours. En fait, c'était l'une des dernières leçons que j'ai eues. Elle a mis les mains sur les hanches et m'a dit, « Tu veux bien le faire, s'il te plaît? » Alors je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'ai tendu la main et j'ai tapoté la surface de l'eau. Puis je me suis assise et j'ai regardé. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience, alors je vais en parler un peu. Je vais vous dire ce que j'ai vu en plus de toutes ces petites ondulations à la surface de l'étang. C'était ma vie. Toutes ces petites vidéos étaient des moments de ma vie. Lorsque je regardais l'un de ces moments, j'étais aspiré par celui-ci. C'était très bizarre et très cool. Il faut rembobiner. Je voyais ma vie dans ces moments-là. C'était bizarre et cool. J'ai vécu exactement des moments de ma vie. J'ai vu ma vie en plus de toutes ces petites ondulations à la surface de l'étang. Ces petites vidéos étaient des moments de ma vie. Lorsque je regardais l'une de ces vidéos, j'étais aspiré par elle. C'était étrange, mais cool. On revit des moments de sa vie. J'ai vécu ce moment où j'étais adolescente et où j'ai dit quelque chose pour blesser intentionnellement ma jeune sœur. Les frères et sœurs peuvent être méchants entre eux, et j'ai été vraiment méchante avec elle. J'ai dit quelque chose de très blessant, très intentionnellement. Qu'est-ce qui était différent cette fois-ci? Eh bien, elle n'a pas réagi extérieurement sur le moment, mais pendant. Je suis certain que chaque moment de votre vie est exactement comme il devrait être. J'ai eu l'occasion de revivre un moment important de mon passé, lorsque j'étais adolescente et que j'ai délibérément blessé ma jeune sœur. Les frères et sœurs peuvent être cruels les uns envers les autres, et je l'étais particulièrement envers elle. Qu'y avait-il de différent dans le fait de vivre cette expérience cette fois-ci? Elle n'a pas réagi extérieurement à l'époque, mais au cours de ce bilan de vie, je me suis vu et j'ai fait l'expérience de répéter ses paroles. J'ai également ressenti ce qu'elle ressentait. C'était horrible pour moi. Je me suis étouffé en pensant, « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle se soit sentie si mal et que j'en sois la cause. » Cette expérience a été le catalyseur qui m'a permis de changer toute ma vie. Nous ne vivons pas seuls sur cette planète. Je peux affirmer en toute confiance que tout ce que nous faisons et disons a un effet sur les autres, que nous voulions l'admettre ou non. Lorsque vous sentez ce que vous faites ressentir à quelqu'un d'autre, cela peut vraiment vous donner une vision complètement différente de la nature de la compassion. Toutes les expériences ont-elles été négatives? Non, pas du tout. Pour contrebalancer, je me sentais vraiment mal quand j'ai vu qu'elle m'avait montré un moment où j'avais fait quelque chose. Tout ce que nous faisons et disons a un effet sur les autres. C'est un fait. Lorsque vous ressentez ce que vous faites ressentir à quelqu'un d'autre, vous avez une vision complètement différente de la nature de la compassion. Toutes les expériences ont-elles été négatives? Non. J'ai également eu une expérience négative. Je me sentais vraiment mal quand j'ai vu qu'elle m'avait montré un moment où j'avais fait quelque chose d'utile pour quelqu'un. Quelle était cette expérience? Il s'agissait d'un employé d'une épicerie à Noël. Je raconte souvent cette histoire parce qu'elle m'a vraiment ému. J'ai pu sentir à quel point elle se sentait bien lorsque je lui ai dit qu'elle faisait un travail extraordinaire un jour de grande affluence, en devant supporter des clients abusifs.
J'ai senti combien elle était reconnaissante et combien cela lui a remonté le moral lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là. C'était une leçon précieuse. Quelle était cette expérience? Il s'agissait d'un employé d'une épicerie à Noël. Je raconte souvent cette histoire parce que c'est un rappel important. J'ai compris à quel point elle se sentait bien lorsque je lui ai dit qu'elle faisait un travail formidable un jour de grande affluence, même en ayant affaire à des clients violents. J'ai ressenti sa gratitude et cela lui a remonté le moral lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là. Elle a pu apporter une meilleure vision de la vie à ses enfants et à sa famille. Ainsi, même de petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact important. Des petites choses comme ça ont vraiment un impact sur les autres. Pour moi, tout était question d'amour. Tout ce que j'ai appris revient toujours à l'amour, à la compassion et à la gentillesse. Quel est le principal message que vous avez retenu de tout cela? Il s'agit vraiment de revenir à l'amour. Il s'agit d'être ici et d'aimer autant que possible, y compris nous-mêmes. Il est souvent plus facile d'aimer les autres et de faire preuve de gentillesse à leur égard, mais nous avons tendance à être durs avec nous-mêmes. Nous devons apporter cet amour dans notre propre vie. Quelles sont les autres leçons importantes que vous avez apprises? Soyez reconnaissants. C'est une forme d'amour et d'appréciation qui renforce notre esprit. Nous devons apporter cet amour dans notre propre vie. D'autres leçons importantes? Soyez reconnaissants. C'est une forme d'amour et d'appréciation. Cela renforce nos liens spirituels, même si nous ne le disons pas ou ne le montrons pas. Notre énergie seule peut changer une situation. Nous sommes tous de l'énergie. Nous sommes tous basés sur l'énergie. Nous sommes tous de l'énergie, et notre énergie a le pouvoir de changer une situation, même sans parole. Avez-vous eu d'autres expériences de ce type auparavant? Oui, mon professeur m'a aidé pour une dernière chose avant de me renvoyer. Elle m'a donné un soin énergétique parce qu'elle savait que mon corps serait très douloureux à mon réveil et qu'il faudrait beaucoup de temps pour guérir. Aviez-vous peur d'y retourner? J'avais vraiment peur de retourner dans mon corps, car je savais à quel point il était brisé. J'étais terrifié à l'idée de ne plus jamais pouvoir marcher, et j'avais aussi peur de la douleur. Je suis un peu une mauviette, alors je ne voulais pas ressentir toute cette douleur. Qu'a-t-elle fait? Elle m'a donné ce que j'appellerais un soin énergétique sur les parties de mon corps qui seraient les plus douloureuses, puis elle m'a renvoyé. Ce qui s'est passé quand j'ai su à quel point j'étais brisé. J'étais terrifié à l'idée de ne plus jamais marcher. J'avais peur de la douleur. Je suis une mauviette, alors je ne voulais pas ressentir cette douleur. Alors qu'a-t-elle fait? Elle m'a donné ce que j'appellerais un soin énergétique sur les parties de mon corps qui me faisaient le plus mal. Puis elle m'a renvoyé. Que s'est-il passé à votre réveil? Je me suis réveillé dans la salle de réveil. Avec le recul, c'est assez drôle, même si ça ne l'était pas à l'époque. Je me suis littéralement réveillé en donnant des coups de pied et en criant à plein poumon. Je criais, « Retournez-y !» Comment le personnel médical a-t-il réagi? L'infirmière qui était avec moi lorsqu'ils m'ont réveillé a eu un double regard. Elle a couru chercher le médecin parce qu'il pensait qu'il se passait vraiment quelque chose sur le plan médical. Je suis juste. Je me suis réveillé dans la salle de réveil. Avec le recul, c'est assez drôle, même si ça ne l'était pas à l'époque. Je me suis littéralement réveillé en donnant des coups de pied et en criant. Comment le personnel médical a-t-il réagi? L'infirmière qui était avec moi pendant qu'on me réveillait a eu un double mouvement. Elle a couru chercher le médecin parce qu'il pensait qu'il se passait vraiment quelque chose sur le plan médical. J'étais en train de bafouiller et de crier « Renvoyez-moi ». Il me regarde en disant « Qu'est-ce que c'est? Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous calmer? » Il m'a fallu un certain temps pour me calmer. Je n'arrêtais pas de demander mon ami, mon professeur, et il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Ils ont pensé que c'était la femme qui m'attendait dans la salle d'attente, mon ami. Ils l'ont fait venir et je leur ai dit « Non, ce n'est pas de ça que je parle ». Je bafouillais et je criais. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils m'ont demandé combien de temps il m'avait fallu pour me calmer. Il m'a fallu un certain temps. J'ai continué à demander mon ami et mon professeur. Ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Ils pensaient qu'il s'agissait de la femme qui m'attendait dans la salle d'attente. Mon ami l'a amenée et j'ai dit, non, ce n'est pas d'elle que je parle. Celle qui était avec moi quand je suis mort. Ils m'ont demandé, de quoi tu parles? Ça a dû être déroutant pour tout le monde. C'est vrai. Il m'a fallu un peu de temps pour me calmer. Pendant les 12 heures qui ont suivi, je n'ai vraiment pas dormi. Je ne faisais que penser à ce qui s'était passé. J'avais peur d'en parler à qui que ce soit,
car j'imaginais qu'il ne me croirait pas. Je n'arrêtais pas de repasser les événements dans ma tête. Je remettais en question la réalité des événements, doutant de ma propre santé mentale. La peur et l'incertitude étaient écrasantes. Vous aviez peur de parler de votre expérience à qui que ce soit. Oui, j'imaginais qu'on m'enfermerait dans un hôpital psychiatrique. C'est ce que je craignais. Je pensais que j'en avais besoin parce que je ne savais pas ce que c'était. Avez-vous fini par en parler à quelqu'un? Le lendemain matin, l'un des membres de l'équipe était certain que c'était réel et que je n'imaginais pas des choses. J'avais peur de parler de mon expérience à qui que ce soit. Oui, j'ai imaginé qu'ils allaient m'enfermer dans un service psychiatrique. C'est vraiment ce que je craignais. Je pensais que j'en avais peut-être besoin parce que je ne savais pas ce que c'était. Avez-vous fini par en parler à quelqu'un? Le lendemain matin, un des aumôniers est venu. Il s'était rendu compte que lorsque j'avais été amené à l'hôpital, il s'agissait d'un établissement luthérien. À l'époque, j'avais refusé le service de l'aumônier parce que je leur avais dit, « Écoutez, je suis athée. C'est bien que vous soyez là, mais je ne veux vraiment pas voir d'aumônier. » Et ils ont respecté cela tout le temps. Avant l'opération, que s'est-il passé quand l'aumônier est arrivé? Elle est entrée le lendemain matin et j'ai dit, « Oh, Dieu merci, vous êtes là. » Je ne savais pas quoi faire de ce qui s'était passé. Elle a passé près d'1 heure avec moi, à parler de la façon dont j'étais mort, et elle voulait en savoir le plus possible. Avez-vous pu tout lui dire? Je lui ai dit tout ce que j'ai pu. Il faut savoir qu'à l'époque, je refusais les médicaments contre la douleur. Je ne prenais que du Tylenol, ce qui, rétrospectivement, était. J'ai dit, Dieu merci, vous êtes là. Je ne savais pas quoi faire de ce qui s'était passé. Elle a passé près d'1 heure avec moi, à parler de ma mort. Elle voulait entendre tout ce que je pouvais lui dire. Avez-vous pu lui dire tout ce que je lui ai dit? Autant que j'ai pu. Vous devez garder à l'esprit qu'à l'époque, je refusais les médicaments contre la douleur. Je ne prenais que du Tylenol, ce qui, avec le recul, est une folie. Mais c'est tout ce dont j'avais besoin. Pourquoi refusiez-vous des analgésiques plus puissants? La raison pour laquelle je refusais toute autre chose était que je ne voulais pas que cela me perturbe, et j'étais donc très lucide. Je veux que les gens comprennent que je n'avais pas d'hallucination ou quoi que ce soit d'autre. Je sais ce qu'est une hallucination. Ce n'était pas le cas. Comment l'aumônier a-t-il réagi à votre histoire? Elle a dit que ce que vous aviez vécu était ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Je veux que vous compreniez que c'était réel. Cela a dû être un soulagement d'apprendre que c'était le cas. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été l'un des rares à vivre une expérience de mort imminente. J'étais l'une des rares personnes à avoir vécu une expérience de mort imminente à l'époque, et j'ai eu la chance que quelqu'un soit là pour m'expliquer ce qui s'était passé, que c'était réel et que je n'étais pas folle. C'était un énorme cadeau. En quoi cette expérience vous a-t-elle changé? Si je n'avais pas eu cette aide immédiatement, je ne sais pas si j'en aurais parlé à quelqu'un d'autre. C'était un grand changement pour moi. En tant que scientifique, mon monde entier a soudain basculé. Je voulais que les choses reviennent comme avant, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas l'ignorer. C'était un grand chasseur. Il aimait la chasse et la pêche. Il m'a dit qu'il était déterminé à aller chasser, même s'il était si malade et si fragile qu'il pouvait à peine marcher. Mon monde a soudain basculé. Je voulais qu'il revienne comme avant, mais je savais que je ne pouvais pas ne pas le voir. C'était un grand chasseur. Il aimait la chasse et la pêche. Il m'a dit qu'il était déterminé à aller chasser, même s'il était si malade et si fragile qu'il pouvait à peine marcher. Je savais que ce n'était pas la recette d'une bonne journée, alors je me suis porté volontaire pour l'accompagner et m'assurer qu'il allait bien pendant qu'il chassait. C'était gentil de votre part. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis rendu chez lui la veille. Pendant toute cette période, j'ai médité. Je ne le faisais pas pour des raisons spirituelles. Je le faisais pour apprendre à me calmer parce que j'étais très anxieux. J'ai décidé de l'accompagner et de m'assurer qu'il allait bien pendant qu'il chassait. C'est gentil de votre part. Que s'est-il passé ensuite? J'ai conduit jusqu'à son domicile. La veille, j'avais médité. Je ne le faisais pas pour des raisons spirituelles. Je le faisais pour apprendre à me calmer parce que j'étais tout le temps anxieux. Quand je suis arrivé le soir, j'étais très agité, alors je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai médité pendant un bon moment. Pendant cette méditation, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Tout à coup, je n'étais plus moi-même. C'était comme si je voyais la vie de quelqu'un d'autre. Il s'agissait d'un homme nommé Sidney S.
J'étais en quelque sorte en train de regarder. J'étais tout le temps agité. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai médité. Pendant cette méditation, je n'étais soudain plus moi-même. C'était comme si je voyais la vie de quelqu'un d'autre. Cet homme s'appelait Sidney. Je regardais à travers les yeux de Sidney. Il avait 18 ou 19 ans à l'époque. Il se tenait avec un petit groupe d'autres jeunes hommes, tous du même âge. L'un d'entre eux était mon père. Cela a dû être étrange. Qu'avez-vous vu? Sidney et mon père étaient de très bons amis. Sidney n'arrêtait pas d'appeler mon père Willie. Je n'avais jamais entendu personne l'appeler Willie. Mon père s'appelait Bill. Il avait environ 18 ou 19 ans et il était avec un groupe d'autres jeunes hommes. L'un d'entre eux était mon père. Ça a dû être étrange. Qu'avez-vous vu? Sidney et mon père étaient de très bons amis, et Sidney n'arrêtait pas d'appeler mon père Willie. Je n'avais jamais entendu personne l'appeler Willie. Mon père s'appelait Bill, mais on l'appelait Bill ou William. Je ne savais pas qui était Sidney, donc vous observiez cette interaction du point de vue de Sidney. Oui, je regarde en quelque sorte du point de vue de Sidney. Cette interaction qu'il a eue avec mon père lorsqu'il était adolescent. Il n'arrêtait pas de l'appeler Willie. Les autres garçons ne le savaient pas. Je regarde cette interaction du point de vue de Sidney. Je la regarde du point de vue de Sidney. C'était un adolescent. Il continuait à appeler mon père Willie. Les autres garçons ne le savaient pas à l'époque. Mais Sidney venait de se porter volontaire pour entrer dans l'armée. Que s'est-il passé ensuite dans cette vision? Sidney n'a pas été appelé sous les drapeaux. Il s'est porté volontaire. Il est parti combattre au Vietnam. Je suis là, à regarder tout ça. Puis, quelques années après son départ, je vois Sidney dans une fusillade. C'était mauvais. Je ne sais pas si c'était du napalm. Sidney s'était porté volontaire pour s'engager dans l'armée, mais il n'a pas été incorporé. Il s'est porté volontaire et est parti combattre au Vietnam. Je regardais tout cela. Quelques années plus tard, j'ai vu Sidney dans une fusillade. C'était grave. Je ne sais pas si c'était du napalm, mais c'était quelque chose comme ça. Les arbres étaient en feu et il y avait des coups de feu partout. C'était terrifiant. Sidney était avec son escadron. Ils essayaient d'aller quelque part. Il essayait d'aider son escadron à se rendre là où ils allaient, mais il est mort. Que s'est-il passé après la mort de Sidney? Je savais que Sidney me faisait vivre cette expérience, et il me l'a dit directement. C'est comme si tout d'un coup, je m'étais déconnecté. Il m'a dit, dis à Willie que je suis désolé de ne pas être revenu. Il savait que j'étais la fille de Willie. J'ai regardé tout ça. Avez-vous parlé à votre père de cette expérience? Pas cette nuit-là. Je n'ai rien dit à mon père ce soir-là. Je suis sorti, je me suis assise et j'ai regardé la télévision avec mes parents. Puis je suis allé me coucher parce que je savais que cela ferait peur à ma mère, alors je n'ai rien dit devant eux. Quand lui avez-vous dit le lendemain matin? Quand mon père se préparait à partir à la chasse et que nous mettions le matériel dans le camion, je l'ai pris à part et je lui ai dit, « Papa, qui est Sidney? » Il a reculé et ses yeux sont devenus très grands. J'ai dit, « Comment connais-tu Sidney? » Il m'a répondu, « Il est venu. » Je lui ai parlé hier soir. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas être revenu de Corée. Cela a dû être très émouvant pour votre père. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Il pleurait et il lui a fallu un certain temps pour se calmer. Il a dit, « C'est vrai. Sidney était mon meilleur ami quand j'étais jeune. Il était un peu plus âgé et il est parti en Corée, où il est mort. Il n'est jamais rentré à la maison. Qu'est-ce que tu lui as dit? » Je lui ai dit que vous deviez savoir qu'il était désolé de ne pas pouvoir revenir. C'est incroyablement puissant. Comment cette expérience vous a-t-elle affecté? Comme vous pouvez le voir, c'est encore très puissant. Nous pouvons. Sidney voulait que mon père sache qu'il l'aimait en tant qu'ami, et il voulait qu'il sache à quel point il était désolé. J'ai pu le faire à travers moi. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais simplement dans cet endroit et réceptif, et j'ai transmis le message. Je ne sais pas comment cela a affecté votre père. C'était un homme très calme. Il m'a remercié pour cela, mais nous n'en avons plus jamais parlé. Il ne voulait pas y aller, mais je pense que cela a eu un impact important sur lui. Cela a eu un impact significatif sur lui. Je crois que cela lui a été bénéfique parce qu'il a réalisé qu'il ne survivrait pas au cancer. Vous avez mentionné plus tôt que vous aviez également entendu ma musique peu de temps après sa mort. Pouvez-vous nous raconter cette histoire? Oui, mon père est décédé environ 1 an plus tard. Au moment où il est décédé, je dormais.
Il est mort vers 4 heures du matin. Je dormais et je me suis réveillé. Je l'ai vu au pied de mon lit. Je savais qu'il venait de partir et qu'il n'était là que pour quelques instants. Il n'a rien dit. Je pense qu'il voulait juste me dire au revoir. Il a brusquement disparu derrière un rideau. La suite a été bizarre. Mon frère m'a appelé pour me dire que mon père venait de mourir. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée et j'ai attrapé la poignée. J'ai entendu de la musique, mais pas de la musique humaine. C'était un ange qui chantait une musique divine, une musique magnifique, céleste, différente de tout ce que nous pouvons produire ici. C'était si puissant. Quelqu'un d'autre l'a-t-il entendu? Je l'ai entendu dire, « Tu entends ça? » Parce que je ne l'entendais pas. Je l'ai entendu, et en même temps que cette musique, j'ai ressenti et presque entendu une joie totale. La joie de mon père et un sentiment d'accueil. Que pensiez-vous qu'il se passait? J'ai pensé que mon frère et ma mère avaient peut-être mis de la musique orchestrale pour calmer les choses. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'avaient rien mis. Alors qu'avez-vous fait? Je me promène en écoutant cette musique, et je sais que mon père va bien. Je sais que, juste pour ce moment, j'ai eu un bref aperçu du monde spirituel. Comment cela s'est-il passé? Vous pouvez concilier cela avec votre vision scientifique du monde, mais je sais que cela ne colle pas. Pendant ce moment, cependant, j'ai su que cette réalité était bien plus grande que ce que nous pensons. Vous avez mentionné avoir entendu une musique similaire lors de votre ND. Pouvez-vous comparer ces expériences? Lorsque j'ai eu Mandé, j'ai entendu cette musique. C'était incroyable. On ne peut pas la décrire, elle est d'une beauté indescriptible. Je ne peux presque plus écouter de musique humaine. C'était tellement puissant. Pensez-vous que de telles expériences sont courantes? Beaucoup de gens vivent des expériences de mort imminente. J'ai vécu une expérience de mort imminente, EMI, environ 1 an après la mienne. J'ai finalement eu le courage de raconter à mon médecin ce qui s'était passé. Il a admis avoir vécu une expérience similaire. J'ai eu des expériences de mort. J'en ai parlé à mon médecin. Il m'a dit qu'il avait des expériences de mort tout le temps à l'hôpital avec ses patients. Il a dit qu'il s'occupait personnellement d'un grand nombre de personnes dans les derniers jours de leur vie à l'hôpital. Il m'a dit, oui, cela arrive tout le temps. Pourquoi n'en entendons-nous pas parler plus souvent? Les médecins n'aiment pas en parler. La plupart des médecins ne veulent toujours pas en parler parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire avec. Mon médecin a dit que c'était la chose la plus cool au monde parce que cela signifie que nous survivons, que notre conscience survit. C'est fascinant. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager au sujet de vos expériences ou de ce que vous avez appris? J'ai appris le pouvoir de l'amour et de la compassion. Ces expériences m'ont montré que tout est interconnecté et que la façon dont nous traitons les autres et nous-mêmes a des conséquences considérables. Je sais que tout est lié et que la façon dont nous traitons les autres et nous-mêmes a des conséquences profondes que nous ne voyons pas toujours. Je suis ici pour vous dire que votre histoire a changé ma façon de vivre et d'interagir avec le monde qui m'entoure. Nancy, votre histoire est vraie, elle est vraiment inspirante et elle donne à réfléchir. Je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de partager mon expérience. J'espère qu'elles pourront apporter un peu de réconfort et de perspicacité à d'autres personnes qui se posent des questions similaires sur la vie, la mort et l'au-delà.